Je pense, pour dire les choses très clairement, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer brièvement là-dessus, que je crois que c'est la responsabilité de l'institution des courses de s'adresser à l'État de demain, c'est-à-dire les nouveaux gouvernants seront ceux qui seront désignés par la France l'année prochaine. Quand vos adversaires vous qualifient de candidat de la finance, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense que c'est triste pour eux. Ça fait 4 ans et demi que je ne suis plus banquier. Et quand je vois qu'on dit encore l'ex-banquier, etc., on peut dire l'ex-ministre, on peut dire l'ex... J'ai été fonctionnaire plus longtemps que je n'ai été banquier. C'est une question qui vous agace un peu? Non, pas du tout. C'est une question que je trouve triste pour la situation démocratique parce qu'elle elle renvoie aux pires années de la vie démocratique française. 2 années passées au sein de la plus grande banque d'affaires d'Europe. 2 années à gérer des fusions-acquisitions et gagner des millions. Qu'il le veuille ou non, Emmanuel Macron incarne pour ses détracteurs la connivence de la classe politique avec la finance. Pendant plusieurs semaines, nous lui avons demandé un entretien sur sa vie d'avant, celle où il conseillait les patrons du CAC 40. Des injustices qui explosent et une incompréhension face à tous ces changements. La réponse a toujours été la même. Nous pouvons le faire, nous, ici aussi, ce soir. Emmanuel Macron n'évoquera pas son passage chez Rothschild. Dans l'Eurostar qui le conduit à Londres, le grand patron David de Rothschild se souvient de son ancien employé. Talentueux. C'est-à-dire ? Très talentueux. Très talentueux, il est très intelligent, il est très agréable, il est très humain, il est chaleureux. Enfin, il a des qualités intellectuelles et humaines très grandes. Et donc, il est normal qu'aujourd'hui, on parle d'Emmanuel Macron dans les journaux et pas de David de Rothschild. Et pour cela, il faut aller voir les différentes équipes des candidats crédibles pour bien sensibiliser sur le thème d'une nouvelle politique des jeux dans son ensemble en France. Je pense, pour le dire simplement, alors il faut y travailler, il faut affiner, il faut préciser, mais dans ces grandes lignes, parce qu'on ne va pas rentrer dans tous les détails ce matin, je ne voudrais pas vous ennuyer trop longtemps, je pense personnellement que l'époque des monopoles s'est terminée. Et par voie de conséquence, un jour d'ailleurs, même si les institutions européennes et Bruxelles doivent évoluer, ce dont je ne doute pas, je pense qu'un jour on nous dira, messieurs, les monopoles c'est terminé, et par conséquent le monopole sur les paris hippiques dans les réseaux en dur, ou le monopole sur les paris hippiques, ou sur les paris sportifs, pardonnez-moi, dans les réseaux en dur, c'est terminé. Et par voie de conséquence, je pense que nous devons profiter de ces évolutions pour s'organiser en conséquence et tenter d'anticiper. C'est-à-dire ne pas subir, mais organiser ceci à notre main et dans les conditions qui nous conviennent. Ne pas subir, mais organiser ceci à notre main et dans les conditions qui nous conviennent. Ça va, j'ai pas dit d'autres conneries, non? Je veux dire, est-ce que j'ai dit des trucs que j'aurais pas dû dire? Le monopole de la Française des Jeux, c'est un truc qui date de loin. Alors, ça s'appelait pas la Française des Jeux à l'époque, mais on retient de François Ier, Marignan, 1515, ou encore l'édit de Villers-Cotterêts, qui impose des actes administratifs en français. Ouais. Mais c'est aussi lui qui fait que l'État, donc le roi, ait le monopole en matière de loterie nationale, de loterie sur le territoire à l'époque royal. De mémoire de ce que je crois connaître de l'histoire, il me semble que le Saint-Siège de l'époque, l'Église catholique, a toujours été contre les jeux d'argent parce que c'est contraire aux enseignements de la Bible. Tu gagneras ta vie à la sueur de ton front. Le jeu d'argent est un jeu, c'est de l'argent facile qui est gagné uniquement par le hasard. Et pour certains théologiens, le hasard, c'est une forme du diable. Donc, l'idée même que quelqu'un puisse gagner d'un seul coup, sans autre raison que simplement un jeu de hasard, gagner des sommes folles, était considérée comme quelque chose d'impie par l'Église catholique. C'est la raison pour laquelle, pendant des siècles, et même encore dans les années 50, 60, 70 du XXe siècle, eh bien, il y avait très peu de jeux de hasard. Les casinos étaient extrêmement réglementés, ils le sont d'ailleurs toujours, mais il y a beaucoup plus de casinos qui se sont ouverts, parce que les casinos attirent par ailleurs la pègre, la mafia, les trafics en tout genre, notamment le blanchiment d'argent. Mais de façon plus générale, la loterie nationale était extrêmement encadrée.
Et depuis ce temps-là, ça s'appelle la Française des Jeux, que ça s'appelle la loterie. C'est l'État qui a ce monopole. Alors il y a une raison, hein, c'est que entre la gruge, les différentes tentatives de piquer du pognon aux joueurs, l'État s'est dit, moi je garantis la façon dont ça se passe, mais c'est moi qui prends le pognon. Alors maintenant, se pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Depuis 10 ans, il y a eu l'ouverture quand même des jeux, il y avait de nouveaux acteurs qui sont rentrés dans le système, avec des gens sur le poker, qui sont venus à côté des casinos et à côté du pari hippique. C'est un petit peu ce système qui s'est passé. Alors depuis 10 ans, ce qu'il faut bien regarder, c'est l'explosion des mises des Français. Ça a doublé entre 2009 et 2017. On est passé de 24 millions d'euros à 48 millions d'euros. Et à peu près la loterie nationale. Millions ou milliards? Milliards, pardon. Ah oui. Milliards. J'étais là, millions d'euros? Non, c'est tout petit. Non, milliards. Hein. C'est des milliards. Des milliards. La loterie, malgré cette concurrence, a poursuivi son petit bonhomme de chemin et toujours avec 6 milliards en 2000 et 13 milliards en 2017. Ouais. Et c'était libéralisé sous Nicolas Sarkozy? Ça a été libéralisé sous Nicolas Sarkozy. Il y a un début, on va dire. Il y a les jeux en ligne qui ont eu leur petite part du gâteau. Et question relationnelle, Rothschild excelle. Car David va chercher ses recrues dans les couloirs des ministères. Ancien conseiller de Pierre Bérégovoy, Jean-Charles Naouri. Ancienne plume de Laurent Fabius, Lionel Zinsou. Nicolas Bazire, ancien inspecteur des finances, éminence grise d'Édouard Balladur et ami intime de Nicolas Sarkozy. François Pérolle, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy à Bercy. Et Emmanuel Macron, lui aussi inspecteur des finances, aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle. Et pourquoi on va pas au bout de la logique? Maintenant, voilà. Le nouveau monde, c'est ça, c'est d'aller au bout de la logique et de privatiser aussi. Bon, effectivement, c'est le bout du bout, parce qu'on a bien privatisé tout. On a commencé par les activités concurrentielles. On nous a expliqué que si c'est concurrentiel, alors il faut privatiser. On a commencé par les banques, les activités industrielles, même la régie Renault. Bon, il y a un petit résidu d'État dedans. Et puis maintenant, on s'attaque au dur avec la vente des monopoles. Alors, on a déjà vu ça avec les autoroutes. En 86, la droite remporte les législatives et privatise. Succès de la privatisation de Paribas, environ 3 millions de Français se seraient portés acquéreurs. Édouard Balladur, l'intime de la famille, est ministre de l'économie. Pour cette privatisation symbolique, il nomme Rothschild, banquier conseil de l'État. Un cadeau d'amis qui les remet en selle, le contexte économique fera le reste. Dans les années 90, le banquier d'affaires est au cœur de la refondation du capitalisme. Fusion-acquisition, privatisation, OPA. Plus ça brasse, plus les capitaines d'industrie ont besoin de leurs nouveaux amis. Le banquier conseille, négocie, appelle Bercy. On ne peut plus se passer de lui. On a déjà vu ça aussi dans EDF qui a dû ouvrir aussi une partie de son capital. Et là, avec la Française des Jeux, on ouvre un monopole historique qui rapporte beaucoup d'argent à l'État. Il rapporte beaucoup d'argent à l'État, pas uniquement au travers des dividendes, donc la détention du capital, mais surtout au travers de prélèvements qui sont assez importants, puis c'est à peu près 3,5 milliards par an. Et ça, d'ailleurs, les prélèvements, c'est quoi? C'est une forme de taxe, ça C'est des taxes spécifiques à cette activité-là. 3 milliards d'euros qui remontent dans les caisses de l'État face à des dividendes. Alors c'est des centaines de millions d'euros. Donc on a une petite centaine. Une petite centaine. Donc voilà, on mesure. Pour l'État actionnaire et l'État, c'est pas les montants, c'est un rapport de 1 à 30. Voilà, de son point de vue, qu'il soit propriétaire et en même temps le souverain qui permet d'avoir une fiscalité importante. Cette répartition entre les bénéfices et les distributions de dividendes ou le prélèvement, il est assez neutre. En revanche, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'à l'issue d'une privatisation, les futurs actionnaires que seront les Français en l'occurrence, puisqu'il semble qu'on se dirige vers un actionnariat populaire, comme on dit depuis Balladur, les Français ou les groupes qui achèteront au fur et à mesure le capital à la bourse, n'auront de cesse que de demander la baisse des prélèvements. Et là, ça change un peu la donne, hein, quand même. Si on achète aujourd'hui avec un prélèvement à 3,5 milliards annuel, et qu'au fur et à mesure, cette taxation spécifique est grignotée. Mais qu'est-ce qui vous dit que ça le sera? L'histoire le prouve qu'à chaque fois... il n'y aura qu'un seul sens à ce jeu-là. La demande qui sera faite auprès des pouvoirs publics, ce sera cette baisse avec des arguments de concurrence, des arguments de la concurrence qu'on voit émerger d'ailleurs de plus en plus,
des arguments comme les autoroutiers ont mis en avant dernièrement quand il s'est agi de savoir si on devait avoir des prélèvements supplémentaires sur eux. Ben non, les prélèvements ne peuvent être que fixes, ils ne peuvent pas augmenter. La privatisation de la Française des Jeux a en tout cas suscité un vif intérêt de la part des investisseurs en France et à l'étranger, car elle est la 4e loterie mondiale et la numéro 2 européenne. En Europe, la France n'est d'ailleurs pas la seule à avoir privatisé sa loterie nationale. C'était le cas pour l'Italie en 1990 et l'Angleterre en 1994. Quant à l'Espagne, pressée par Bruxelles depuis 2011 de se désendetter, le pays avait prévu de vendre 30% de sa loterie avant de faire marche arrière et d'en garder l'entier contrôle. La Française des Jeux vient d'annoncer ses résultats pour le premier semestre. Alors je fais rarement des vidéos vraiment axées sur les résultats d'une seule entreprise, mais comme la FDJ c'est un petit peu spécial, c'est la dernière grosse privatisation, vous êtes nombreux à y avoir participé ou bien tout simplement à vous intéresser à cette valeur, donc je pensais que ça valait le coup d'en parler un petit peu. Alors peut-être un petit détail, mais il y a une chose qui m'a surpris, c'est quand je suis allé voir sur le site des investisseurs FDJ ce matin la présentation, je l'ai trouvée qu'en anglais. Alors moi ça me dérange pas, mais je trouve vraiment très moyen pour une privatisation qu'on a poussée comme ça vers le grand public de fournir uniquement une présentation PowerPoint en anglais. Je pense que 18 slides comme ça en 1 heure, vous demandez à un stagiaire et puis c'est fait. Donc je trouve que ça aurait vraiment été le minimum pour tous les investisseurs privés français ou francophones qui ont investi dans la valeur. Bref, en dehors de ça, si vous voulez savoir bien sûr comment ça a été interprété par le marché, un petit coup d'œil, vous voyez que c'est en hausse de 12-13%. Donc voilà, très bien accueilli par le marché. Mais autre bonne nouvelle, la FDJ a annoncé que dès mi-juin, donc finalement assez tôt, ils avaient retrouvé le même niveau d'activité qu'en 2019. Et je pense qu'il y a assez peu d'entreprises qui peuvent en dire autant, surtout qu'on sait très bien que les Français continuent à limiter leurs déplacements. Il y a une grosse partie du business de la FDJ qui nécessite de se déplacer dans les bureaux de tabac par exemple. Alors qu'est-ce que je retiens de tout ça? Principalement 2 choses. La première, c'est que le management, il a vraiment bien géré la crise, il a été très réactif, très flexible. Je pense que nous devons profiter de ces évolutions pour s'organiser en conséquence et tenter d'anticiper. C'est-à-dire ne pas subir, mais organiser ceci à notre main et dans les conditions qui nous conviennent. Et le deuxième point que je retiens, qui est même le plus important, c'est à quel point, on le savait, mais là ça a été prouvé, cette activité, elle est résiliente. On aurait vraiment pu penser que dans tout ce monde de confinement, de distanciation sociale, où on limite un petit peu ses déplacements, le fait d'aller au bureau de tabac faire un jeu à gratter, c'est vraiment pas une priorité. Et pourtant, on se rend compte que ça l'est pour beaucoup de personnes et que vraiment, dès qu'elles ont pu retourner, bouger, dès que tout a été ouvert, ça a été une priorité de continuer à jouer comme avant. Donc, on oublie que les courses vivent à travers 2 catégories de clients. D'une part, les propriétaires, sans lesquels il n'y aurait ni entraîneur, ni jockey, ni éleveur à qui vendre les chevaux. Et les parieurs. Sans les parieurs, il n'y a pas de course. Donc c'est une activité de service. Avec des clients, il faut les traiter avec un tapis rouge. Sur les statistiques, plus les gens sont pauvres, plus ils jouent? Alors, on peut considérer que, d'ailleurs, la modélisation est assez simple, c'est un impôt sur les pauvres, puisqu'effectivement... Comment ça, c'est un impôt sur les pauvres? Statistiquement, les personnes qui sont les plus gros joueurs ont les revenus les plus faibles. Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit, il faut le prendre à tout prix. Mais pourquoi il faut le prendre à tout prix? Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Et que ce sont les qualités d'un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, c'est une qualité, et il les avait toutes, et il a merveilleusement réussi. Alors, il est assez intéressant de noter, en termes d'évolution de civilisation, que la baisse de la pratique religieuse en France et en Occident, que la baisse notamment de l'influence de l'Église catholique, que la montée en puissance du capitalisme financier, de la montée en puissance de la mondialisation inévitable, de la montée en puissance du cynisme tous azimuts, c'est-à-dire que la seule chose qui importe, c'est de faire la loi du fric, eh bien tout ceci s'est traduit en effet par une latitude de plus en plus accrue offerte à la loterie nationale, qui a changé de nom, qui s'est appelée la Française des Jeux, et puis les tirages qui avaient lieu 1 fois par semaine, je crois 1 fois par mois, sont devenus 1 fois par semaine, puis plusieurs fois par semaine, puis maintenant tous les jours, puis il y a plus multiplicité de jeux, je crois qu'il y a le loto, l'euro-million, le tac au tac, le truc et le machin. Moi je ne suis pas un expert de tout ça. Maintenant, c'est un nouveau pas en avant ou en arrière, c'est-à-dire que maintenant on privatise ce système, c'est-à-dire que
À chaque fois qu'il y a une privatisation, qu'est-ce qui risque de se passer? Je suppose qu'il va y avoir un cahier des charges. Mais en réalité, on a très souvent vu que les entreprises privées piétinent le cahier des charges. Si vous allez jouer au loto, vous verrez, j'ai vu ça dans des cafés, il y a marqué « Attention, ça peut produire un phénomène d'addiction, c'est interdit, je crois, aux mineurs de jouer à ces jeux d'argent », parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, jouent des fortunes. Il y a des gens qui gagnent peu d'argent et qui parfois consacrent 10, 20, 30% de leur salaire à ces jeux d'argent. Ça devient complètement déraisonnable. Mais il y a quand même encore un petit garde-fou qui est utilisé. Mais qu'est-ce qui se passe demain s'il y a des jeux d'argent où on propose aux gens des sommes énormes, comme c'est déjà le cas avec l'euro-million, si on propose 1 milliard d'euros, 10 milliards d'euros, j'en sais rien, et si on autorise, à part des jeux d'argent qui ont été totalement libéralisés, à ce que des gens s'endettent, ou ça peut très très mal se terminer. On a vu des cas en Asie où il y avait c'est dans l'histoire, hein, où il y avait des familles entières qui étaient entièrement ruinées jusqu'à la 2e ou 3e génération. Voilà. Moi, je trouve que tout ça n'est pas bon. Je trouve d'ailleurs que c'est un phénomène continental. Dans le fameux plan accepté par Tsipras en Grèce et exigé justement par la Troïka, Fonds monétaire international, Banque centrale européenne et Commission, il y avait la privatisation des sociétés grecques qui font justement, il y en avait 2, je crois, de mémoire, qui font des jeux d'argent. Donc on voit bien qu'il s'agit en fait d'une oligarchie qui essaye de mettre la main sur ces jeux d'argent pour ensuite dégager, bien entendu, beaucoup plus d'argent, puisqu'elles ne seront plus entravées par des conditions morales, et que même si ces conditions morales, si ces restrictions morales et sanitaires et psychologiques, j'allais dire, sont inscrites dans le cahier des charges, il est à craindre qu'elles piétinent le cahier des charges. Moi, je suis contre la privatisation de la Française des Jeux. Je serais très étonné que quelque chose d'illégal ait été fait. Je n'ai jamais entendu la moindre critique faite sur la légalité du produit. Bon, donc si c'était très grave, si la maison s'était très mal comportée, si les justices s'étaient tout alliées pour mettre Rothschild à bas, on le saurait. Je crois. C'est qu'il en faudrait plus pour faire trembler l'institution familiale. Au stade que je suis pas encore en tôle. Nous pourrions tous être des terroristes, poser des bombes sous leur limousine. Mais comme disait LLP, nous ne céderons pas à cet appel au crime. Nous pourrions tous ne plus penser à rien, scotcher le soir devant TF1. Mais plus ça va et plus l'on endure, plus l'on souffre, plus l'on bouffe de cette peur du lendemain. Il est d'urgence de unir nos colères. Ne pas se faire diviser n'est pas une mince affaire. Nous perdons plus notre temps à se prendre la tête